Israël, il est en dessous des 100%, 70% de dette, alors qu'en France, c'est 120%. En Italie ou en Espagne, c'est 150, 170%. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, cela ne vous a pas échappé. Ça fait les manchettes, les titres importants dans les suppléments économiques des journaux israéliens en particulier. L'État d'Israël a été classé parmi les 20 plus grandes économies au monde pour la production par habitant, le PIB. Alors, expliquez-nous d'abord ce que signifie un tel résultat, un tel classement tout à fait honorable, on peut le dire, pour l'État d'Israël. Oui, tout à fait. Pour comparer, mesurer la vitalité d'une économie, sa force, un des principaux indicateurs, c'est ce qu'on appelle la production intérieur brut par habitant, ce qui est produit dans la terre d'Israël, dans notre cas nous, et qu'on divise ça par le nombre d'habitants. Bien entendu, il faut savoir, on peut pas comparer un pays où il y a très peu de personnes, un pays où il y a beaucoup, et c'est pour ça qu'on prend ces deux relations pour constater la force d'un pays. Nous avons parlé ici plusieurs fois dans cette chronique de la récession mondiale qu'il y a eu à cause de la crise du corona. On a souvent dit ici également que la récession en Israël a eu lieu, mais a été beaucoup moins forte que dans d'autres pays où elle se mesure d'habitude, les pays de l'OCDE. Je prendrai 2-3 exemples. En Israël, finalement, on a les chiffres maintenant. En 2020, la récession a été de moins 2,6. En France, elle a été de moins 8. Aux États-Unis, elle a été de moins 5. Donc, le fait qu'Israël, la récession a été moins forte que dans d'autres pays, lui a permis de monter des rangs dans cette production par rapport au nombre d'habitants. L'année dernière, en 2019, c'est-à-dire, elle avait été classée 21e. Et là, elle est passée... 21e. Et là, maintenant, donc, elle n'était pas très loin, quand même. C'est pas très loin, et maintenant, elle est passée à 19. Donc, quand même, c'est les 20 premiers. Mais je voudrais également montrer devant qui elle est dans cette production. Devant le Canada, par exemple. En Israël, c'est 44 000 $ par habitant. Le PIB. Qui a été le PIB. En France, le chiffre, c'est 40. En Canada, je crois, c'est un peu au-dessus de 30. Non, le Canada, c'est le pays juste après l'État d'Israël, dans le classement. Canada et la Nouvelle-Zélande. Entre 30 et 40. Il y a 3 pays, le Japon également et l'Angleterre, sont à 40 à peu près. C'est ça. Ça veut dire sont en dessous grandes puissances occidentales, des grandes puissances économiques, sont derrière Israël aujourd'hui. Oui. Donc il faut le souligner et c'est vraiment. Nous en avons expliqué les causes. Maintenant, il faut dire autre chose également pour un petit peu amoindrir, je sais pas, on a vu d'ailleurs, je dirais ça par plaisanterie dans les résultats des élections, que les Israéliens sont des fois pas très contents. On pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas été contents de la politique économique. Lorsque un deuxième facteur qu'on prend à part cette production par habitant, c'est ce que les gens ont de cette croissance, de cette richesse par rapport à la cherté des produits dans ce pays. Or, Israël est 25% plus cher en moyenne que dans les pays de l'OCDE. Et donc, à ce niveau-là, à cause de ce rapport donc justement entre la cherté et la croissance, par rapport à ça, Israël a une moins bonne place, elle est dans 30e, mais il faut comparer qu'elle a, depuis 2010, même par rapport à ça, elle a augmenté de 10, son classement a augmenté de 10 points, elle était dans les 40 avant. Donc, il y a encore des efforts à faire, surtout au niveau de la cherté dans le pays et de l'inflation, même si les indices, souvent, ces dernières années sont négatifs, il se trouve qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Alors, justement, par exemple, le PIB, c'est un indice très révélateur quand on dit on est à 44 000 $ par tête d'habitants. C'est ce qui détermine, par exemple, les classements dans les agences de notation ou c'est le facteur déterminant ?
un des facteurs, parce que ces sociétés dont vous venez passer des classements internationaux regardent bien entendu la croissance qu'il y a dans ce pays et la potentialité de croissance. Ce qui les intéresse surtout, de se savoir si ce pays a la possibilité plus tard, maintenant ou plus tard, de rembourser les dettes qu'elle a émises. Et ça arrive encore une fois, bien entendu, Israël par rapport à ce produit intérieur brut, il est en dessous des 100%, 70% de dette, alors qu'en France, c'est 120%. Il y a des pays où c'est en Italie ou en Espagne, c'est 150, 170%. Donc, ça veut dire que, effectivement, c'est une des choses que regardent les sociétés de notation avec le déficit de ce pays. Alors, ça c'est extrêmement important, mais on va parler d'une répercussion qui peut paraître moins claire apparemment, c'est-à-dire puisque vous dites que la hausse des impôts qui a été annoncée par Joe Biden, on le sait aux États-Unis, risque d'avoir des conséquences sur l'État d'Israël, sur l'économie israélienne. Comment ? Oui, pour nos auditeurs qui ne consultent pas comme vous et moi obligatoirement la presse économique, il faut savoir que Biden avait prévu dans son campagne électorale, et est en train de le faire, de faire un très très grand programme d'investissement. Et ça coûte de l'argent. Et il l'avait dit, et il veut faire payer les riches. C'est une autre politique, c'est une politique qu'on appelle de gauche, sociale, et il veut augmenter les impôts sur les plus-values, bien entendu sur les riches, c'est-à-dire sur des gens qui ont des revenus de plus d'$1 million par an, de les augmenter et de les passer à 40%. Maintenant, prenons un exemple. Il y a des Juifs américains riches, qui ont bien réussi dans leur vie, qui ont investi en Amérique dans l'immobilier. Alors, ils vont maintenant se rendre compte que les impôts, si jamais ils vont faire une plus-value, va leur coûter beaucoup plus cher que maintenant. Maintenant, des fois, ils sont à 7%. Oui. Et c'est également des Israéliens. Il y a une mode ici en Israël, d'ailleurs je suis contre ça, d'aller investir dans l'immobilier en Amérique. Ces gens-là maintenant vont payer beaucoup plus d'impôts lorsqu'ils vont vouloir faire une plus-value qu'en Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un accord entre les impôts en Israël et les impôts en Amérique. C'est-à-dire que on paye d'abord dans le pays où on fait, c'est-à-dire si c'est en Amérique, on paye d'abord la plus-value là-bas, et après ce qui reste, Israël par rapport à ses taux à elle, en Israël le taux sur les plus-values est de 25%, si c'est moins, alors on complète. Donc ça, là pour l'instant, comme le taux d'imposition des plus-values en Amérique était moins fort qu'en Israël, ça donnait beaucoup d'argent au fisc israélien sur les plus-values qui étaient faites en Amérique. Ça, c'est une chose. Donc, Israël risque de perdre à ce niveau-là de l'argent des impôts qu'elle avait. Mais il faut penser à ces gens qui sont maintenant investis dans cet immobilier en Amérique. Eux, ils vont se dire, puisque maintenant je vais être taxé bien plus fort que j'étais maintenant, je vais vendre avant que la loi ne passe. Et donc, ils vont d'abord, ça va faire sans doute baisser les prix aux États-Unis. Mais à part ça, ces gens-là, si c'est des Juifs ou des gens qui sont intéressés par Israël et qui sont intéressés par l'immobilier, vont aller investir ce qu'ils auraient fait en Amérique, en Israël, en se disant peut-être une fois j'irai habiter ici. Donc, pour nous, ça veut dire qu'on risque non seulement déjà, on en a parlé, je pense bien entendu ici souvent, de l'augmentation des prix dans l'immobilier de façon globale, ça risque de donner encore une raison de plus pour que les marchés de l'immobilier et surtout d'investissement, qui d'ailleurs a repris d'après les chiffres qui ont été donnés cette année, depuis le début de l'année, risque encore plus d'augmenter. Ça, c'est les deux choses. Dernière chose à ce niveau-là, mais je veux dire aussi que la presse israélienne le dit, Israël est très présente dans tout ce qui est les investissements en États-Unis. C'est-à-dire que si l'Amérique investit, fait un énorme programme d'investissement des structures, les entreprises israéliennes de technologie et autres vont sûrement avoir des très grands contrats, et donc ça peut être très bien également pour l'exportation pour Israël. Donc c'est ça les trois conséquences que les économistes voient et que moi aussi je pense qu'il faut voir de cette mesure annoncée par Biden. Alors, on va également parler d'un autre titre important également, qui a fait les manchettes des quotidiens israéliens ces derniers jours. Il s'agit de la décision de la vente des actions de la compagnie Delek, du fameux Yitzhak Teshuvah, à un consortium pétrolier d'Abu Dhabi. Oui.
Pour un montant de plus d'$1 milliard, si je ne m'abuse. Exactement, vous avez presque tout dit. Voilà. La société de Abu Dhabi s'appelle Mubada, et c'est elle qui a investi. Maintenant, elle a pris 20% d'un des gisements de gaz exploité par la compagnie d'Elec, qui a besoin d'argent, comme on le sait, pour payer les frais, les dettes de M. Tchouva, qui a emprunté beaucoup pour cette société. Maintenant, la question qui se pose, est-ce bon pour les Juifs ? Est-ce qu'il y a un problème pour l'Israël de dire, voilà, une partie de ce que j'ai dans mon terrain va se donner à une puissance étrangère? Alors, d'abord, tranquillisez-vous, il y a en Israël, le ministère de l'Énergie, il y a là-bas une autorité, que ce genre d'accord dont on vient de dire doit être accepté par eux, pour justement voir qu'il n'y a pas de problème d'indépendance pour Israël énergétique. Ils ont déjà fait une allusion et ils l'ont dit, nous ne nous posons pas à ça. On pense au contraire que c'est une chance pour Israël, parce que cette compagnie d'Abu Dhabi, elle exporte pas seulement en Israël, où elle est d'accord avec Israël, elle le fait vers la Russie, vers l'ensemble des pays du monde. Et elle a des techniques spéciales également pour amener le gaz d'un endroit à l'autre. Donc Israël va énormément y gagner. Deuxièmement, à part ça donc ça va permettre une augmentation de la concurrence au niveau des prix du gaz. Okay. La compagnie d'électricité israélienne, pour l'instant, est obligée d'acheter le gaz à $6 et elle le voudrait à $4. Et il est possible que cette compagnie d'Abu Dhabi, qui a de l'argent d'ailleurs, qui est une grande compagnie de financement, aura l'argent pour dire, moi je suis d'accord de lui donner à 50% en moins le prix. Et ça nous fera gagner à nous de l'argent pour l'électricité qu'on consommera. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il y a certains experts qui affirment que c'est peut-être un peu dangereux de confier aussi massivement, on va dire, le contrôle du trésor énergétique israélien à un pays qui vient à peine de lier ses relations diplomatiques avec Israël, un pays arabe. Est-ce que peut-être c'était pas trop rapide ce marché ? Je l'ai dit, ça, justement, j'ai commencé par ça en disant, n'ayez pas cette crainte. Il faut voir aussi l'accord qui est donné. C'est pas un accord d'ailleurs qui lui donne le gaz qui est à l'intérieur. Il lui donne la possibilité d'une partie de ce gisement, 20%, de pouvoir en exploiter. Ce n'est pas, il n'est pas propriétaire du sol en Israël. Il est propriétaire du gaz qui est sorti de ça. C'est également une des clauses de contrat qui fait qu'il n'y a pas cette crainte que vous venez de dire. Et donc, de toute façon, ça va être vérifié par les autorités en Israël, mais pour l'instant, tout ce qui est montré, c'est que ça va se faire et c'est une bonne chose. Alors, on va parler maintenant de téléphonie, parce que cette société israélienne de téléphone mobile, je ne savais même pas qu'il y en avait 7, mais ont été taxés d'une amende d'1 million de shekels pour non-respect des lois protégeant les enfants. J'essaie toujours dans ma chronique de faire un sujet qui concerne tout le monde, au-delà de la macroéconomie, qui concerne nous en tant que consommateurs. Je ne sais pas si nos auditeurs s'en rappellent, sûrement vous, oui, en septembre dernier, nous avons parlé de ça. Le ministère de la télécommunication, qui est chargé donc de contrôler ces compagnies qui offrent des services de contenu du mobile. Il y en a 7. Oui, il y a Cellcom, Pelephone, il y en a donc aussi, moi je connaissais pas, Tizer et autres. Et il y a un des décrets c'est qu'il faut protéger les enfants. Il y a souvent des contenus dans Internet qui sont des contenus de violence ou d'autres les enfants doivent être protégés. Il est marqué dans ces décrets-là que ces compagnies dont on parle, lorsqu'ils vendent aux consommateurs donc la possibilité d'avoir des programmes par Internet, doit lui signaler d'abord qu'il y a des programmes comme ça et lui donner gratuitement une application, un programme qui lui permet le sanen, c'est-à-dire en hébreu, c'est-à-dire de trier, d'enlever tout ce qui est possibilité de problèmes pour les enfants. Donc, en septembre, ils ont fait ça. Ils ont vu qu'il y avait 9 sociétés à l'époque qui le faisaient pas bien. Ils ont donné un avertissement et ils ont dit, on va vous donner une amende. Et moi, je trouve scandaleux, et ce qui est assez à dire, c'est que parmi les 9 sociétés, seulement 2 ont pris en compte les avertissements du ministère de la Communication et ont fait ce qui est demandé à ce niveau qu'on vient d'expliquer. 7 autres n'ont rien fait. Et par exemple, Cellcom va être maintenant taxé, va avoir une amende de 277 000 shekels à ce niveau-là. Oui. J'espère que ça leur apprendra et qu'ils feront à ce niveau-là quelque chose qui est très important pour nous en tant que parents et je pense pour la société israélienne en général.
Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique extrêmement complète. On a évoqué plusieurs sujets extrêmement importants et très intéressants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve mercredi prochain.